Attendez, on va juste donner le micro pour que tout le monde entende bien. C'est pas vraiment une question, c'est une remarque. C'est juste pour c'est plus pour Élodie Boucher par rapport à ce que les exemples de vandalisme que vous avez donnés. Il y en a un autre qui serait intéressant à mettre. C'est tous les enduits qui sont ensuite, alors je ne sais plus trop comment on appelle ça, où ils font la fausse pierre après qui recrée dans les enduits. Enfin, ça, ce serait bien aussi de l'indiquer comme vandalisme. Vous avez raison, ça me stupéfie parce que ça allie le vandalisme à un côté kitsch qu'on a dans notre époque, qui est de prendre une maison en pierre et de la cimenter en imitant la pierre avec du ciment. Ça reste un mystère pour moi. Je ne sais pas comment... Même des entreprises en arrivent à faire ça. Enfin si, bon, ils vendent des produits, mais comment on arrive à ça? Et ça se répand malheureusement dans les villages. Ouais. Je pense qu'il y a un goût partagé pour le propre. L'idée que c'est plus propre. C'est même pas cohérent techniquement par rapport à une... donc de loin, c'est... Ouais. Pire. Voilà, oui, mais je pense que le goût pour l'honnêteté, la vérité du matériau, qui a d'ailleurs été tout à fait mis en exergue par ta contribution, tu l'as beaucoup axé là-dessus, c'est typiquement un goût savant. Et alors là, c'est une anecdote que m'avait raconté Paul Chemetov, qui avait fait un immeuble de logements sociaux à Vigneux, dans lequel il avait logé Pierre Juquin, qui à l'époque était responsable des intellectuels du Parti communiste. Et Chemetov était tout content parce qu'il avait pu poser du parquet dans le budget réduit du logement social, mais il avait laissé le plafond en béton brut. Et donc il va voir l'appartement de Juquin, qu'il connaissait puisqu'il avait des liens avec le Parti communiste. Et Juquin, responsable des intellectuels, candidat à la présidentielle de 1988, si je me souviens bien. Enfin, et c'est pas un con, Juquin, mais c'est pas un héritier culturel. Et Juquin voit l'architecte et il dit « Oh, tu te rends compte, ils n'avaient même pas fait plâtrer le plafond. » Alors heureusement, j'ai fait plâtrer. Et puis, j'ai rajouté une cheminée. En fait, il avait rajouté une fausse cheminée sur le mur. Et voilà. Et c'était responsable des intellectuels du Parti communiste. Un autre exemple des décalages comme ça culturels qui font qu'on peut, en toute bienveillance, en toute honnêteté, se décaler, commettre des erreurs. Les architectes aiment bien les parois blanches et dans les logements sociaux, beaucoup ont des parois blanches dans les appartements. Et une sociologue d'un organisme de logements sociaux de la ville de Nantes m'a dit un jour que pour beaucoup des locataires qui arrivaient dans ces appartements, c'était le signe que leur appartement n'était pas terminé et qu'on les logeait mal puisqu'on n'avait même pas trouvé le budget pour mettre du papier peint. Alors, il ne s'agit pas de se moquer, c'est vraiment un décalage culturel. L'architecte pense bien faire, et puis les gens sont malheureux parce que c'est pas fini. C'est difficile le métier d'architecte. Est-ce que vous pensez que les lotissements qui jalonnent la France, enfin je veux dire qui la colonisent, deviendront un jour patrimoniales? Certains le sont devenus, mais ceux qui avaient de l'être le sont devenus. Et j'ai peu de. Enfin, si, par exemple, j'habite à Saint-André-des-Eaux, qui accueille le golfe de La Baule. Et oui, ce lotissement-là, il est potentiellement, il deviendra patrimoine. Mais par ailleurs, Saint-André-des-Eaux est passé de 800 habitants à 7500 en l'espace de 30 ans. Je pense que 90% de la commune, non, ne sera pas patrimoine. Non, c'est sûr. C'est sûr. Non, c'est sûr. C'est un gaspillage énorme de notre siècle. Alors, ce que vous dites interroge un phénomène qui devient très présent avec ce qu'on appelle, encore un acronyme, la zéro artificialisation nette ZAN, qui interdit maintenant, ou qui limite fortement les possibilités d'urbaniser les terres agricoles et les terrains naturels, et le besoin quand même de logement, on dit il faut densifier. On appelle ça le renouvellement urbain. Très souvent, les élus, quand ils regardent leur commune, ils disent il faut que je densifie. Et ils regardent le centre-bourg, où il y a effectivement des maisons qui ne sont pas habitées, qui n'ont pas de garage. Ils disent je vais casser cette rue-là, puis là, je vais monter en R+3. Et moi, j'ai toujours souvent tendance à penser que plutôt que de casser le centre-bourg,
qui a une qualité architecturale et patrimoniale. Et si on cassait le lotissement des années 60, qui est juste à côté, des petites maisons mal foutues avec des toutes petites pièces, des maisons pas isolées, dont les gens ont 85 ans, les habitants, les propriétaires, est-ce que le renouvellement urbain, il ne pourrait pas se faire en extension des bourgs anciens sur des lotissements modernes? Sauf que là, c'est tabou. Détruire un lotissement, c'est très très mal vu. Alors que souvent, ce sont des maisons sans qualité, avec des voies en bitume, des jardins sans qualité, il n'y a même pas d'arbres, il n'y a rien. Mais c'est de la maison individuelle, donc on ne va pas y toucher pour faire du collectif. Alors peut-être que ce serait souvent la bonne solution. C'est exactement ce qui se passe chez moi. Oui, j'habite en centre-bourg et pas en lotissement, et le centre-bourg est en train de se densifier avec une ZAC multisite, et les lotissements patouchent. Non, tu ne touches pas à la raquette. Ouais. Je voudrais rester sur les centres-bourgs. C'est vrai que c'est très compliqué d'avoir un regard d'un centre-bourg classique qui a du charme pourtant, mais le regard que la plupart des habitants de la commune portent sur ce bourg, ils trouvent qu'il est quelconque ou qu'il n'a pas d'intérêt, ou que donc on y fait un peu n'importe quoi, ou on est en capacité d'y faire un peu n'importe quoi. Donc c'est bien le regard des usagers, des habitants, qui fait que ça vaut quelque chose ou que ça ne vaut rien du tout. Et que valoriser des architectures plutôt banales, qu'on qualifie de banales, renforcer le caractère banal des choses ou renforcer simplement le regard qu'on porte par de la végétalisation, par peut-être des restaurations tout à fait ordinaires mais de qualité, ce serait donc la solution, quoi, parce que on est confronté là où on habite à ce genre de problème, quoi. Et comme vous dites, les dents creuses, tout ça, on essaie de faire de la densité, mais de densifier, mais est-ce que c'est on perd un peu de l'âme de ce qui était ce bourg, ce village, voilà. Non, mais c'est très juste, mais je pense, et je vais laisser Élise répondre sur les questions spécifiquement architecturales, je pense que le problème de ces bourgs, c'est que la pression sociale, en effet, n'est pas là pour les préserver, mais parce que les gens n'y vivent pas, ils travaillent ailleurs. Pour eux, c'est un passage obligé, c'est un point de ralentissement avant les 15 bornes à faire pour aller sur leur vrai lieu de vie. C'est la périurbanisation, c'est les conséquences de 40 ans d'urbanisme. Et les qualités du bourg, elles commencent à peine à être reconnues. Oui, mais justement, alors, ça conforte ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, les bourgs ne sont que des lieux qu'il faudrait renforcer pour avoir du tourisme dans le bourg, amener les gens, voilà, en ayant un bourg de caractère, et puis après ils passent et il y a la grande surface qui est à l'extérieur, quoi. Mais c'est la seule solution de développement des petites communes pour faire un tourisme durable, un tourisme qui est durable, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et ce que vous avez dit est vrai, c'est que les personnes qui possèdent une maison dans un bourg, une petite maison toute simple, se disent pas, chez moi c'est du patrimoine. J'ai un bien, et quand on leur parle de patrimoine, ils disent, mais moi non, j'ai juste une vieille maison. C'est qu'effectivement là c'est le regard culturel qui n'est pas le bon. Le mot patrimoine, il ne rentre pas en ligne de compte là. J'ai une vieille maison. Si on arrive à convaincre ces propriétaires que leur maison, elle a de l'intérêt, elle a des qualités, ça va être les meilleurs défenseurs du patrimoine. Parce que les meilleurs défenseurs du patrimoine sont les gens qui sont persuadés que leur maison est jolie et qui méritent qu'on y fasse attention. Donc, effectivement, ça passe par la sensibilisation des publics, des artisans, des élus, etc. Oui, des habitants. Et puis une deuxième chose, c'est que souvent on dit, bah oui, mais ces maisons, là, on ne peut pas faire des grands logements pour des familles, on a besoin de logements avec 4 chambres. Bon. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a besoin de logements, parfois de petits locatifs pour des personnes âgées en centre-bourg, on a parfois besoin de petits locatifs pour des jeunes qui démarrent dans la vie, etc. Et c'est peut-être là qu'on peut faire des T2 ou des T3 dont on a besoin de toute façon. Enfin voilà, donc c'est tout ça. Alors là, on parle de politique urbaine, hein.
Je vous rappelle que urbanisme et politique, c'est le même mot. Il y en a un qui est en grec, l'autre qui est en latin, mais ça veut dire exactement la même chose. C'est les affaires de la ville. On dépasse le cadre de la personne propriétaire d'une maison. Mais je vous redis, effectivement, une personne persuadée que sa maison vaut le coup va y faire attention. C'est là le patrimoine, c'est comme l'armoire Louis XV de la grand-mère. Si vous aimiez votre grand-mère et qu'elle vous a offert une très belle armoire Louis XV, eh bien, les pieds ils sont cassés parce qu'on a lavé le sol à grande eau pendant très longtemps. Si vraiment on aimait sa grand-mère et si on aime cette armoire, on va refaire les pieds par un ébéniste. Sinon, on va l'acheter, et puis on va acheter un meuble Ikea. Si on est... Bon, alors, est-ce que cette armoire, c'est du patrimoine? Oui ou non? Là, on fera attention et on va dépenser peut-être 200 € pour refaire les pieds de l'armoire. Alors que pour 80 €, on avait un machin en carton de chez Ikea. Qu'est-ce qui fait patrimoine? C'est ça la vraie question, mais c'est intéressant parce que ce que vous voyez là... oui, pour la révélation que vous faites là, enfin pour moi c'est un peu une révélation de qu'est-ce qui fait patrimoine dans nos petites communes pour les valoriser, pour et le faire comprendre et le faire admettre aux décideurs et aux habitants aussi. 30 ans de carrière en salle. J'ai pas réussi. Donc merci en tout cas à vous pour la qualité de vos 3 interventions. Je vais conclure juste avant qu'on aille boire un verre sur le prochain rendez-vous. Hop, si on le voit. Donc on vous invite à venir, à réserver en tout cas la date du jeudi 20 juin pour le thème cohabiter avec la biodiversité, comment accueillir le vivant dans sa maison et son jardin. Un autre sujet d'actualité, mais on aimerait bien aller plus loin sur l'accueil dans le jardin certes, mais aussi dans la maison.